projet Ma formation, mon métier, mon avenir, mis en œuvre par Fawe Bénin, Éducation internationale et Reneige, en partenariat avec Affaires mondiales Canada, vous donne l'heure. Il est 19h. 23 août 2026, c'est l'heure de l'actualité sur votre radio. Voici le sommaire. Le Bénin envisage de mieux encadrer la pratique de la divination liée au Fa. Réunis le 19 août 2026 à Zobodomé, les responsables du comité des rites vaudous ont annoncé la prochaine mise en place d'un ordre national des Bokono. L'Union progressiste Le Renouveau poursuit la réorganisation de ses structures de base. Par une décision signée le 17 août 2026 à Cotonou, le président du parti de Joseph Fifame Djogbenou a désigné 64 présidents de session. Une question dans ce journal. Pourquoi est-il nécessaire de se laver les mains? La question a été posée à quelques citoyens dans la commune d'Alada. Les détails à venir dans ce journal. D'autres nouvelles seront également au rendez-vous, sans oublier la chronique de Cyril Espoin-Akpondé de ce dimanche qui a pour titre « Quand la foi rencontre les réalités professionnelles ». Chronique à découvrir en pied d'édition. Et c'est Cyril Podji qui assure la partie technique ce soir. À ce microphone, Bernice Koukoudui. La question du développement de la commune d'Alada reste toujours sur le tapis. Apparemment, la cité d'Adjaouto a du mal à évoluer avec le temps. Son développement cafouille et peine à prendre. Les différentes autorités qui se succèdent, semble-t-il, ont du mal à trouver le bâton magique pour booster les choses. Certaines personnes, y compris des sages, pointent d'un doigt accusateur les autorités de la commune dans Dagandjono. Kanaï qu'on écoute. Moi, quand je vois un peu Alada, je pleure. Je pleure parce que les politiciens ne veulent pas le développement d'Alada. Mais pourquoi vous parlez des politiciens? Merci bien. Ils ne sont pas les seuls, quand même. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont les décideurs. Ils sont les décideurs. C'est la mairie qui est le décideur du développement. Ça veut dire que ceux-là, quand on fait le lotissement dans une région d'Alada, les coefficients de réduction sont partagés. Est-ce que c'est le partage des coefficients de réduction qui bloque le développement de la commune? Absolument. Où est-ce qu'on va construire les directions départementales? Où est-ce qu'on va construire les grandes institutions? Ça doit nous préoccuper. C'est là que je m'en vais remercier l'ancien sous-préfet Placide Cléjo, qui, 7 ans de son règne à la tête du district d'Alada, il a loti Togudo. C'est parce qu'il a loti Togudo qu'aujourd'hui, tous les projets vont là-bas. Il faut voir, dans la commune d'Alada, il y a 2 grands arrondissements. Alada et Sékou, d'abord. Qu'est-ce qui est allé à Sékou? Qu'est-ce qui est allé là-bas? Pourquoi on ne peut pas lotir tous Sékou pour avoir les coefficients de réduction pour les projets? Pourquoi? Il faut voir, Togudo qui est à côté d'Alada ne reçoit pas de projet parce que Togudo est un petit arrondissement. 2000 habitants, 2000 et quelques. Ils voient que si on laisse Togudo, on peut évoluer. Vous voyez? Alors, c'est Togudo qui a le plus de richesse pour la commune d'Alada. Voyons par exemple Ira, qui a plus de 500 employés. Regardez un peu Biophyto aujourd'hui. Biophyto qui est là, qui emploie beaucoup de citoyens. Mais les gens ne voient pas ça. Ils ne voient pas des choses comme ça. Il faut que les cadres arrivent pour défendre les intérêts de la commune d'Alada. Allez voir Ouida. Ils ont trop de cadres qui s'intéressent à la politique. À Ouida, il y a tous les partis à Ouida. Et ils se voient. Bon, nous sommes en politique, il y a la campagne. Bon, allez faire. Et le soir, on se rencontre.
Ils se rencontrent et ils parlent le même langage. Ils mangent ensemble, ils boivent ensemble à Ouida. D'autres attitudes constituent, d'après Da Gonjonon, des freins pour le développement de la cité. Nous avons des cadres qui peuvent développer Alada, mais ils fuient ces politiciens-là qui ont l'argent et quand ils vont arriver, on peut leur faire de mauvaises choses. Ces politiciens ne détiennent pas de fusil, de couteau. Pourquoi les fuir? Vous savez, nous sommes en Afrique. Et puis, il suffit que quelqu'un arrive, il est cadre, grand cadre comme ça, il veut arriver. Parce que les grands cadres n'aiment pas prendre leur salaire pour investir dans la politique. Leur problème, c'est le développement. Ayons la clairvoyance de dire la vérité. En fuyant, est-ce qu'on peut penser au développement de sa localité? Eux autres, ils ne pensent plus au développement de leur localité. Ils sont à Cotonou, ils sont à Clavé, ils ont construit des immeubles, des grandes maisons là-bas, et ils s'y plaisent. Qu'est-ce qui fait le développement? Un développement, il faut que les citoyens puissent bien passer sur leur route. Il faut qu'ils aient de l'eau à boire. Il faut qu'ils aient de l'électricité. Il faut les grandes maisons. Quand on appelle Alada quelque part, tout le monde tremble. On sait que c'est une ancienne ville. Mais quand vous arrivez dedans, il n'y a pas d'infrastructure comme ça. Les grandes maisons, si vous allez à Clavé aujourd'hui, il y a les grandes maisons. J'invite les fils d'Alada à venir construire, qu'ils viennent construire. Là, les politiciens au sommet de l'État vont avoir même peur d'eux. Ils sont en train de développer leur milieu. C'est ça le développement. En tout cas, Da Gonjonon, bien sûr, Kanaï garde espoir. Il pense que les données vont changer et compte plus sur la jeunesse. Je dois remercier les jeunes qui ont initié Jeunesse Day. Je dois les remercier et les encourager à persévérer. Il ne faut pas regarder le rétroviseur. Il faut foncer, il faut aller droit. Et si les gens font mal, ils n'ont qu'à les dénoncer. Sans ça, Alada ne va pas évoluer. Et je leur demande de faire des enquêtes sur les sites touristiques. Parce que Alada n'a que ça. Alada est le premier royaume du Bas-Bénin. Mais quand on y entre, il n'y a rien de concret. Ils n'ont qu'à se pencher sur ce fait-là. Le développement passe par aujourd'hui. Notre président a dit que la culture est le second levier du développement. Donc, Jeunesse Day, je les encourage. Nos forêts sacrées, ils n'ont qu'à aller à la mairie et voir ceux qui entrent dedans là. Et on n'a qu'à les sortir rapidement. Et il faut que le lotissement arrive dans tous les arrondissements. Pourquoi ne pas construire des directions départementales à Wanozon? Pourquoi pas à Avakpa? Pourquoi pas à Sekou? Non, c'est ça qui fait le développement. Quand on arrive dans un village, on trouve un grand immeuble, on dit c'est la direction départementale. Les cadres qui arrivent là, ils vont acheter de terre là. Ils vont acheter à manger là. Leurs enfants vont grandir là. Et ils penseront au développement de l'ADA. Interlocuteur prône l'union des filles et fils de la commune afin de faire évoluer la cité. Pourquoi est-il nécessaire de se laver les mains? C'est la question de santé que Nestor Kossigan et Racine Déter, stagiaire à la radio La Voix de la Lama, ont posé à quelques citoyens dans l'arrondissement central d'Alada. Voici ce qu'ils en pensent. Selon moi, le lavage de mains est nécessaire et pour éviter beaucoup de maladies. On peut être propre et maintenir la santé du corps. Tout ça là. Un facteur très important. Quand on se lave les mains, on évite beaucoup de maladies, et surtout le choléra. Et d'ailleurs, le lavage des mains n'est pas que sanitaire, c'est aussi prendre soin de son corps, puisque quand par exemple on quitte le WC, il faut se laver les mains. Il faut d'ailleurs garder ses mains propres, puisque il y a des choses que par mégarde nous jetons dans la bouche, comme les amuse-gueules. Donc si nous ne gardons pas nos mains propres, je crois que c'est pas bien. On peut être attaqué par des virus, des bactéries dans le corps et cela peut déclencher beaucoup de maladies. Il y a aussi le lavage des mains qui consiste à garder beaucoup de choses propres. Et comme par exemple chez les élèves, il faut se laver les mains avant de prendre son cahier, ses livres, pour faire quoi que ce soit sur le papier. Donc c'est globalement ce que je peux dire par rapport au lavage des mains. Ça concerne et enfants et adultes. D'ailleurs, c'est ce que nous avons l'habitude de faire que nos enfants copient. Donc il est important que nous prenions l'habitude
devant nos enfants de prendre soin de nos mains pour qu'eux-mêmes ils puissent copier et garder non seulement leur santé propre et leur santé robuste, mais également leur hygiène en bon état. Un homme marié peut-il faire la lessive dans le ménage? La question était au centre d'un débat entre les jeunes dans la soirée du jeudi 20 août 2026 sur un forum WhatsApp. Les intervenants ne partagent pas les avis sur la préoccupation. Suivez le récapitulatif des interventions dans ce papier synthèse de Racine Déter et de Nestor Kossigan. Les points de vue étaient divergents tout au long du débat sur la question. Un homme marié peut-il faire la lessive dans son ménage? Pour certains, l'homme peut bel et bien faire la lessive, juste pour porter coup de main à sa femme, et cela renforce beaucoup plus l'harmonie, la cohésion et l'amour dans le foyer. Pour ceux-ci, le fait qu'un homme fasse la lessive dans son foyer de temps en temps ne diminue en rien sa dignité d'homme, car l'homme et la femme devraient d'ailleurs se compléter dans le couple. Et ce sont les critiques des proches et des voisins hérités de la tradition ancienne qui font que les hommes sont parfois critiqués et traités de tous les noms, aussi peu élogieux, lorsqu'ils font la lessive dans leur foyer. Un homme marié, bien sûr, peut faire la lessive. C'est pas une obligation, mais à une condition. Lorsque sa femme est indisposée, il peut l'aider. Tout ça, c'est de l'amour. Je pense que oui. Il y a aucun problème à ce qu'un homme marié fasse la lessive. Et je dirais même qu'il peut faire plus, c'est-à-dire la vaisselle, le nettoyage, la cuisine, s'occuper des enfants et tout le reste. Les tâches domestiques ne devraient pas être exclusivement réservées aux femmes. Donc pour moi, un homme qui participe à ces tâches-là contribue au bon fonctionnement de son foyer. Maintenant, après, il faut tenir compte aussi de certaines réalités et de la complicité qu'il y a dans chaque foyer. Dans certains cas, c'est la femme elle-même qui refuse que l'homme participe aux tâches domestiques. Donc, je pense que ça dépend de chaque foyer, de chaque couple et de comment le foyer fonctionne en fait. Mais pour répondre à la question, oui, un homme marié peut très bien faire la lessive. Je dirais que oui. Un homme marié doit faire la lessive, mais ça sera pas un moment. Ça ne sera pas une habitude. Tu vois, ça sera pas un moment pour rendre plaisir à sa femme, tout ça. Donc, c'est pas un moment. Mais si ça devient une habitude, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça, on va refuser. Mais si c'est pas un moment, faire du plaisir à sa femme, ça ne gêne à rien. Ça ne gêne à rien. Si un homme marié fait la lessive. Pour répondre à votre préoccupation, je dirais que un homme a l'obligation de faire la lessive dans son foyer. Il ne doit pas attendre forcément que sa femme soit malade. Tout ça, ce sont des preuves d'amour. Il doit le faire, c'est une obligation pour lui. Mais d'autres ne partagent pas ce point de vue. Pour ces derniers, il est carrément inadmissible qu'un homme fasse la lessive dans son foyer pour quelconque raison, car cela relève du rôle de la femme. Seul un homme qui est sous la domination de sa femme peut faire la lessive même si ce sont ses propres vêtements. Et même, le fait qu'il y ait une machine à laver ou une domestique dans le ménage n'exclut pas à la femme son rôle qui est de se charger à elle seule de la lessive dans son foyer. Seul un homme passé ou envoûté peut se permettre de faire la lessive dans son foyer. Ont-ils laissé entendre? Et ils vont dire que voilà, on l'a envoûté ou bien on l'a fait quelque chose, on l'a ensorcelé. C'est ce qu'ils vont dire. C'est ce que diront les voisins. C'est ce que diront les voisins. Si les voisins le voient à chaque fois, c'est lui qui fait la lessive. Là, on a trop de questions à poser à la daronne. Pour moi, là, cela vient de la tradition et de la religion. Parce qu'on va dire maintenant que dans la Bible, là, et la femme a été créée avec les côtes de l'homme. Donc, on va dire que l'homme est supérieur à la femme. Non, la femme doit faire les tâches ménagères, l'homme, lui, il est le roi de son foyer. Mais ça vient aussi de la tradition parce que nos ancêtres, là, ils ont gardé cela en tête. Et pour eux, ils sont les maîtres, les rois du foyer. Donc, les femmes doivent leur obéir. Donc, ça vient de là, la tradition et la religion. C'est pour ma femme, vraiment. Pourquoi je me suis marié? Si je suis, c'est que elle est là pour faire la lessive. Tout. Du genre, machin, elle est là pour faire la lessive. Elle est pour faire la lessive. Donc, c'est pour la femme et non pour l'homme. Du genre, je me suis marié pour que elle puisse venir m'aider. C'est pourquoi. Donc, si elle est venue en tant que femme, elle doit faire la lessive. C'est ça.
donc c'est pour la femme. La lessive, c'est attribué à la femme au foyer. Tu vois, c'est attribué à la femme au foyer. Ça, tout le monde le sait. C'est pour la femme, la lessive. C'est pour la femme, ce truc de lessive et autres, c'est pour la femme. Si l'homme se met encore dans ce truc-là, c'est que c'est l'homme même qui a cherché. Une cérémonie d'hommage a été consacrée le jeudi dernier à Feu Gratien Pognon, diplomate et ancien ambassadeur du Bénin près l'Organisation des Nations Unies. La cérémonie s'est tenue à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères sous la présidence de l'ambassadeur Amou Marie Ako, secrétaire général adjoint du ministère représentant la ministre. Au nom de l'Association des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires de la République du Bénin, à la retraite, Jacques Adondé a salué les qualités humaines et professionnelles de l'illustre disparu, un hommage qui met en lumière l'homme et le diplomate qu'il a été. L'ambassadeur Pognon a été, comme diplomate, un serviteur dévoué de l'État et constamment à la recherche de l'excellence, essentiellement préoccupé de l'intérêt national, soucieux en toutes choses de l'information juste, objective et courageuse à fournir à son gouvernement et ce faisant mériter le respect et la considération de ses autorités nationales. Par la personnalité qu'il a incarnée, le remarquable travail qu'il a accompli à tous les niveaux de responsabilité, la manière brillante dont il a servi notre pays et l'Afrique tout entière, il a gagné le respect et mérité de servir de modèle aux générations africaines montantes. C'est en reconnaissance de ces inestimables qualités que le gouvernement du Bénin a estimé nécessaire d'organiser cette cérémonie d'hommage. Gratien Pognon, diplomate émérite, grand serviteur de notre État, modèle pour la corporation des diplomates, entre aujourd'hui dans le panthéon de la diplomatie du Bénin. Nous saluons sa mémoire, nous garderons son souvenir, nous renouvelons nos condoléances émues à sa famille. Représentant la ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amou Marie Ako a pour sa part retracé les grandes étapes de la carrière de Gratien Pognon, une carrière présentée comme un exemple de rigueur et d'engagement au service de la diplomatie béninoise, faisant de l'ancien ambassadeur un modèle pour les jeunes diplomates. L'ambassadeur Gratien Pognon s'en est allé, mais son œuvre demeure, gravée dans les actes qu'il a posés et dans le souvenir qu'il laisse, celui d'un homme cultivé, respecté et admiré, profondément attaché aux valeurs républicaines. Les jeunes générations de diplomates trouveront dans son parcours l'exemple d'une carrière construite, pierre après pierre, loin des honneurs faciles, dans la patience des dossiers instruits avec sérieux et la fidélité aux principes qui fondent la dignité des nations. C'est cet héritage-là, avant tout, que nous devons aujourd'hui saluer et préserver. Au moment de la famille éplorée par cette disparition, le ministère des Affaires étrangères tient à leur exprimer, en ce moment de recueillement, sa compassion la plus profonde et ses condoléances les plus sincères. Puisse leur douleur trouver quelque apaisement dans la certitude que l'illustre disparu a mené une vie utile à la nation et au processus d'intégration du continent africain. Adieu, cher aîné, que la terre de nos ancêtres vous soit légère et que votre exemple continue d'éclairer celles et ceux qui, après vous, continuent de porter la voix de notre pays dans le monde. De la famille, Virgile Pognon a livré un vibrant témoignage. Il a évoqué le souvenir d'un homme dont la disparition laisse une profonde empreinte auprès des siens. Mon frère, notre frère, il est parti, mais il a laissé
quelque chose d'incommensurable sur la terre. C'est-à-dire, toute la diplomatie dahoméenne béninoise, il l'a construite. Personne ne peut dire autrement. Pour ceux qui le connaissent très bien, il l'a construite comme il se devait. C'est la peine de rappeler tout son parcours. Vous l'avez de façon très illustre montré. Mais c'est comme ça qu'il est parti. Je voudrais que chacun garde en son cœur profondément qui a été Pognon Gracier, illustre ambassadeur incontestable. Partout où il est passé, c'est avec des éloges. Et il a fait conforme à sa personnalité. C'est un homme ouvert, c'est un homme d'amitié qui ne connaît que des amis. Il avait souvent, et il le disait, c'est devenu donc un leitmotiv chez lui, on ne peut pas être ami et devenir ennemi. Cela, Gratien Pognon ne l'a jamais conçu. Tu as été ami de Gratien Pognon, tu le seras à vie. Il disait aussi, si nous n'avions pas été amis, mais c'est que nous ne devons pas l'être. À travers cette cérémonie, le ministère des Affaires étrangères et la famille de Gratien Pognon ont salué ainsi la mémoire d'un diplomate dont le parcours demeure associé au rayonnement de la diplomatie béninoise. Quelques informations brèves à présent. L'Union progressiste Le Renouveau poursuit la réorganisation de ses structures de base. Par une décision signée le 17 août 2026 à Cotonou, le président du parti, Joseph Fifame Djogbenou, a désigné 64 présidents de section. Les responsables auront pour mission d'assurer l'animation et la coordination des activités de leur section sous la supervision des instances compétentes du parti. Le secrétaire général est chargé du suivi et de l'exécution de la décision qui prend effet dès sa signature. Les 6 pays membres de l'autorité du bassin de la Volta renforcent leur coopération face aux effets du changement climatique. Réunis à Cotonou du 18 au 20 août, une quarantaine de responsables, experts et décideurs ont travaillé sur de nouveaux outils pour mieux anticiper les périodes de sécheresse et d'améliorer la gestion des ressources en eau. La rencontre a notamment porté sur 2 instruments développés avec l'appui du PNUE-DHI, l'outil d'aide à la décision destiné à la planification à long terme et le synthèse et le système d'alerte précoce à la sécheresse qui permet de détecter les signes de stress hydrique et de prévenir les populations exposées. Testé sur 6 sites pilotes, ce système doit notamment aider les agriculteurs et les éleveurs à mieux faire face aux défis pluviométriques et à limiter les pertes. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo entendent ainsi transformer les données scientifiques en informations accessibles, utiles pour les autorités, communautés vulnérables. Le Bénin envisage de mieux encadrer la pratique de la divination liée au Fa. Réunis le 19 août 2026 à Zobodomé, les responsables du comité des rites vaudous ont annoncé la prochaine mise en place d'un ordre national des Bokonon. Cette structure devrait permettre de mieux identifier les praticiens reconnus et de lutter contre les personnes se présentant comme Bokonon, sans formation ou connaissances appropriées. Avant la création de cet ordre, le Haut Conseil des prêtres du Fa devrait renforcer sa présence dans les départements, communes et arrondissements. Les responsables souhaitent également mieux encadrer la présence des praticiens du Fa sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Un enfant de 10 ans a été agressé à coups de machette par sa grand-mère le mercredi dernier à Lawehwe dans l'arrondissement de
Lokogohwe dans la commune de Dogbo. Selon les sources citées par Libre Express, l'enfant aurait été accusé de sorcellerie et tenu responsable de plusieurs malheurs qui frappent la famille. La victime a été blessée au membre inférieur et à la main gauche. Son pronostic vital ne serait toutefois pas engagé. Elle est actuellement prise en charge à l'hôpital. La grand-mère, présumée auteure des faits, est gardée à vue au commissariat. On fait place à présent à Cyril Espoin-Akpondé pour sa chronique. Chronique du jour. Chronique du jour, Cyril Espoin-Akpondé. Quand la foi rencontre les réalités professionnelles, c'est le titre de la chronique de ce dimanche présentée par Cyril Espoin-Akpondé. La doctrine religieuse face aux exigences du service et de l'entreprise. Quand la foi rencontre des réalités professionnelles, la religion accompagne l'être humain dans ses convictions, ses comportements et parfois jusque dans son apparence. Elle impose à certains croyants des règles qui ne sont pas de simples habitudes, mais de véritables engagements spirituels. Pourtant, une question mérite d'être posée avec sérieux. Jusqu'où peut-on respecter une prescription religieuse lorsque l'on exerce une responsabilité professionnelle ou administrative? Chez certains fidèles de l'Église de Christianisme céleste, par exemple, certaines prescriptions ou pratiques peuvent conduire des responsabilités à éviter le port de chaussures dans certaines circonstances. Dans l'islam, le voile fait partie des prescriptions religieuses suivies par de nombreuses femmes musulmanes. Dans certaines traditions religieuses africaines, des chefs ou dignitaires peuvent également observer des règles vestimentaires ou des pratiques liées au contact avec la terre et au respect du sacré. Ces pratiques méritent d'être respectées en tant qu'expression de conviction religieuse ou culturelle. Mais lorsqu'une personne devient agent public, employé, responsable d'entreprise, enseignant, médecin, cadre ou dirigeant, une autre dimension apparaît, celle des exigences liées à la fonction. La foi est personnelle, le service est collectif. Le premier principe à retenir est que la liberté religieuse doit pouvoir coexister avec les obligations professionnelles. Une personne ne devrait pas être obligée d'abandonner ses convictions simplement parce qu'elle travaille, mais elle doit également comprendre que certaines fonctions imposent des règles communes à tous. Dans une entreprise, l'objectif est d'assurer le fonctionnement du service, la sécurité, l'hygiène, l'image de l'institution et l'égalité de traitement. Un employé travaillant dans un laboratoire, un chantier, un hôpital ou une usine peut par exemple être obligé de porter des équipements de protection. Dans ce cas, la sécurité collective peut nécessiter certaines adaptations aux pratiques individuelles. Comment puis-je vivre ma foi tout en respectant les exigences légitimes de ma fonction? Deux essais doivent être évités. Le premier serait de considérer que toute pratique religieuse doit être abandonnée dès qu'une personne entre dans une entreprise ou une administration. Une telle approche pourrait devenir une forme d'intolérance et porter atteinte à la liberté de conscience. Le second serait de considérer que la prescription religieuse est absolument supérieure à toutes les règles professionnelles, quelles que soient les circonstances. Cette position pourrait créer des difficultés lorsque la pratique met en cause la sécurité, l'hygiène, le fonctionnement du service ou les droits des autres travailleurs. La société moderne a justement besoin d'un équilibre entre conviction personnelle et responsabilité collective. La maturité religieuse peut également consister à savoir distinguer les espaces et les responsabilités. On peut être profondément attaché à sa foi tout en comprenant qu'une entreprise n'est pas nécessairement un lieu de culte. Il faut donc privilégier le dialogue, la compréhension et la recherche de solutions adaptées. Un chef religieux traditionnel peut avoir l'obligation symbolique ou spirituelle de rester en contact avec le sol dans certains contextes rituels. Mais lorsqu'il se trouve dans une réunion administrative, dans une entreprise ou dans un environnement où des chaussures constituent une exigence de sécurité, il peut être nécessaire de distinguer le temps du sacré du temps du service. Cette distinction ne signifie pas renier sa foi. Elle signifie comprendre que l'être humain occupe plusieurs rôles dans la société. Le véritable défi, c'est apprendre à vivre ensemble. Au fond,
cette question dépasse largement les chaussures, le voile ou les vêtements. Une entreprise peut rassembler un chrétien céleste, un musulman, un adepte d'une religion traditionnelle, un athée ou bien d'autres personnes. Ils peuvent avoir des convictions profondément différentes et pourtant travailler ensemble autour d'un objectif commun. La force d'une société moderne n'est donc pas de supprimer les différences, mais de trouver des règles permettant aux différences de cohabiter harmonieusement. La doctrine religieuse mérite respect, mais le respect de la doctrine doit également s'inscrire dans le respect des responsabilités professionnelles, des règles de sécurité et des droits d'autrui. La foi ne devrait pas être une prison, pas plus que l'entreprise ne devrait devenir un espace d'effacement de la conscience. Entre la liberté religieuse et les exigences du service, il ne devrait pas y avoir une guerre permanente, mais un dialogue permanent. Car finalement, être un bon croyant ne dispense pas d'être un bon professionnel. Et être un bon professionnel ne devrait pas obliger à renier ses convictions. Le véritable équilibre se trouve peut-être dans cette phrase. Ma foi me définit, mais ma responsabilité m'oblige aussi à respecter l'espace dans lequel je sais. Cyril S. Akpande. À la prochaine. C'est sur la rubrique, sur la chronique, bien sûr, de Cyril S. Akpande que nous mettons un thème à ce journal. Et c'est Cyril Podji qui a assuré la partie technique à ce microphone. Bernice Koukoudoui, merci de nous avoir suivis. C'est l'heure de vos avis et communiquer. Chers frères, chères sœurs, la tuberculose est une maladie contagieuse qu'une personne malade peut transmettre à une personne bien portante en toussant, en éternuant, en chantant ou en parlant. Protège ta bouche et ton nez avec un mouchoir avant de tousser ou d'éternuer pour éviter de contaminer ton entourage. Respecte les règles d'hygiène en crachant dans un bocal. Ceci est un message du Programme national contre la tuberculose, PNT, en partenariat avec Afrique Mutualité.